Que se passerait-il si la Russie envahissait l'Europe? C'est la question à laquelle le journal allemand Die Welt et un chercheur de l'université Helmut Schmidt ont tenté de répondre en décembre. Lorsqu'ils ont organisé un jeu de guerre simulant une invasion russe de l'OTAN, les résultats ont été dévastateurs. L'exercice avait lieu en octobre 2026 dans un contexte où un cessez-le-feu en Ukraine a gelé les lignes de front, la Russie gardant les territoires occupés. Les planificateurs ont envisagé que le Kremlin prétendrait faussement que la Lituanie empêchait Moscou de ravitailler correctement Kaliningrad, une enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, afin de s'emparer de la ville lituanienne de Mariupol. À partir de là, en utilisant une combinaison de drones, de troupes au sol et de mines, la Russie écraserait les pays baltes. Le succès de Moscou serait facilité par l'absence des États-Unis et l'hésitation des membres de l'OTAN, qui chercheraient tout d'abord à désamorcer la crise par des moyens diplomatiques. Plutôt que d'adopter une posture de temps de guerre, comme l'a expliqué Bartłomiej Carter, analyste en sécurité polonais ayant incarné le Premier ministre polonais lors des War Games au Wall Street Journal, que je cite ici. Ce que cela m'a montré, c'est qu'une fois que nous sommes confrontés au discours d'escalade du côté russe, nous avons intégré dans notre façon de penser que c'est à nous de désamorcer la situation. Bien que ce résultat soit évidemment préoccupant pour l'OTAN, il ne représente pas le pire scénario possible pour le groupe. Cet honneur revient à Hedgehog 2025, un exercice de guerre, où quelques soldats ukrainiens ont utilisé des drones pour vaincre plusieurs milliers de soldats de l'OTAN. Nous allons le répéter, une poignée d'Ukrainiens a vaincu des milliers de soldats de l'OTAN en utilisant des drones. En une demi-journée, ils ont détruit 17 blindés et effectué 30 frappes sur d'autres cibles. Une chose est claire d'après ces deux exercices militaires, l'OTAN n'est pas prête pour la guerre au XXIe siècle. Si cela ne change pas rapidement, alors l'Alliance pourrait bientôt se retrouver confrontée à une guerre catastrophique au XXIe siècle. Lorsque nous avons dit que Hedgehog 2025 représentait un scénario encore pire pour l'OTAN que la prise totale des pays baltes, ce n'était pas pour minimiser l'importance de la région ou pour sous-estimer le coût humain catastrophique d'une éventuelle invasion russe. Au contraire, c'était une reconnaissance de l'ampleur avec laquelle les drones ont transformé la guerre récemment, et de leur impact démesuré entre les mains d'opérateurs expérimentés. Au début de l'invasion russe en Ukraine, on pensait que la Russie détruirait vite les défenses aériennes ukrainiennes et dominerait totalement le ciel en quelques jours ou semaines. Cela montre la résilience des défenseurs ukrainiens, qui ont infligé tant de pertes à la flotte aérienne russe que Moscou a dû la retirer temporairement du conflit. Même lorsque la puissance aérienne russe est revenue, elle opérait à des dizaines de kilomètres du front avec des missiles guidés. L'Ukraine ne pouvait espérer dominer l'espace aérien face à la Russie, avec une flotte plus réduite et des chasseurs plus vieux, alors que la Russie avait des systèmes de défense aérienne efficaces. Les tentatives de l'Ukraine pour moderniser et développer sa force aérienne se sont également heurtées à de sérieux obstacles, notamment le manque de pilotes qualifiés. L'Ukraine a souffert de graves pénuries d'obus au début de la guerre, rendant une alternative indispensable. Les deux pays se sont alors tournés vers les drones. Les responsables occidentaux indiquent donc que les drones causent 86% des pertes sur le champ de bataille ukrainien. Les experts estiment que l'Ukraine à elle seule a produit entre 4 et 5 millions de drones en 2025. Nous vous avons dit tout cela pour illustrer 2 points. Premièrement, comme mentionné plus tôt, les drones sont très efficaces, utilisés par des acteurs expérimentés. Et en Europe, à part l'Ukraine, personne n'a plus d'expérience dans l'utilisation des drones que la Russie. Nous devons ici distinguer les différents types de systèmes de drones, parce que l'anglais courant utilise encore ce mot unique pour une grande variété de véhicules et de munitions sans équipage. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 2 d'entre eux en particulier, où la Russie a un avantage majeur sur l'OTAN. Les drones kamikazes à longue portée, du type qui bombardent les villes ukrainiennes, et les FPV qui pullulent et se multiplient le long des lignes de front et sont responsables de la majorité des pertes de la guerre. Ce petit groupe de soldats ukrainiens qui a vaincu l'OTAN lors de l'opération Hedgehog 2025, ils utilisaient des drones FPV, des armes tactiques compactes qui pèsent généralement moins de 25 kg et opèrent à des distances d'environ 10 à 20 km de leurs opérateurs. Les drones que la Russie utilise pour frapper les villes, quant à eux, et qui ont la capacité de menacer les capitales européennes à des centaines de kilomètres, sont des mastodontes de 200 kg basés sur le modèle des drones Shahed iraniens qui transportent une ogive pesant entre 50 et 90 kg. Les 2 types ont le même objectif final, mais leur rôle tactique diffère totalement. Cependant, les 2 représentent une menace sérieuse pour l'OTAN en cas de guerre totale avec la Russie, a récemment averti l'Institut pour l'étude de la guerre.
Des drones russes avec 500 km de portée peuvent frapper la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et des zones de Pologne, Roumanie et Lituanie s'ils sont lancés depuis la Russie ou des territoires ukrainiens occupés. Si la Russie conquiert rapidement les pays baltes, comme lors des jeux de guerre de Die Welt, des villes comme Stockholm, Berlin et Helsinki seraient alors à portée. Alors comment l'OTAN s'est-elle adaptée face à ce changement technologique fondamental ? Pour répondre, il suffit d'observer la réaction de l'Alliance face à l'incursion de drones russes dans son espace aérien. Depuis le début de la guerre, les appareils russes ont violé l'espace aérien de l'OTAN à de nombreuses reprises. Rien qu'en 2025, les membres de l'OTAN ont enregistré 18 violations confirmées de leur espace aérien par la Russie, soit 3 fois plus qu'en 2024. Plus de la moitié des incidents enregistrés sur 4 ans. Un drone russe a traversé 100 km en Pologne sans être repéré par les radars lors d'un incident. L'OTAN a envoyé des avions de chasse pour abattre les drones, fermer des aéroports et convoquer des consultations d'urgence au titre de l'article 4 pour la première fois à cause d'une action russe dans la guerre. Bien que cela ait été une réponse suffisante à l'époque, compte tenu de l'ampleur relativement limitée de l'incursion, cela révèle un problème structurel beaucoup plus profond. Envoyer des F-16 et des F-35 pour poursuivre des drones est, pour le dire franchement, une façon absurde de combattre. Selon Alec Powell, enquêteur économique et spécialiste des prix chez The Pricer, une interception de routine impliquant 2 chasseurs coûte entre 28 000 et 57 000 $ rien qu'en heure de vol. Si un missile est tiré, cela ajoute environ 1 million à 1,2 million de dollars à ce montant. Les drones visés par ces tirs de missiles, certains d'entre eux sont fabriqués en mousse et en contreplaqué, ce qui les rend infiniment moins chers. Même les plus chers sont bien moins coûteux à fabriquer et à utiliser que les avions de chasse, qui, dans le cas du S-35, peuvent coûter jusqu'à 81 millions de dollars à l'achat et des millions supplémentaires pour leur exploitation. Vous voyez donc où je veux en venir. La Russie pourrait rendre le conflit coûteux pour l'OTAN sans atteindre une seule cible. Faire décoller les avions et lancer chaque nuit des missiles de plusieurs millions d'euros créerait un déséquilibre financier intenable. Mais ne pas les faire décoller risquerait de laisser passer de vrais drones pouvant atteindre des équipements de l'OTAN ou tuer des civils. C'est en partie la raison pour laquelle l'Europe prévoit de construire un mur de drones, un réseau en couches de capteurs, de systèmes radars et d'intercepteurs. Ce mur s'étendra d'abord des États baltes à la mer Noire, avant de couvrir une zone plus vaste. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'UE, a indiqué que ce système pourrait être opérationnel d'ici 2027. Sur le papier, le mur de drones est une idée ambitieuse et véritablement nécessaire qui devrait permettre de détecter et d'intercepter les drones ennemis. Cependant, construire un mur est une chose. Le faire fonctionner est quelque chose de complètement différent. Tout d'abord, il y a les limites évidentes de la géographie. L'Europe est un continent immense qui couvre des centaines de milliers de kilomètres carrés et les drones peuvent venir de pratiquement n'importe où. Alors que les variantes de Shahed ne sont pas quelque chose que l'on peut facilement faire passer en contrebande en Europe et lancer depuis l'intérieur du territoire de l'OTAN, du moins pas à grande échelle, ce n'est pas le cas des drones plus petits, comme ceux qui ont survolé l'aéroport de Copenhague à l'automne. 2025. Même si ces incursions ne sont qu'une nuisance, ces drones peuvent être armés, introduits clandestinement et lancés depuis les villes, rendant le mur anti-drone inefficace. Ils peuvent aussi être déployés à divers endroits. Comme l'a écrit Jamie Shear, ex-responsable de l'OTAN pour la sécurité d'urgence, si l'OTAN installait un bouclier anti-drone à Copenhague, les drones apparaîtraient à l'aéroport de Munich le lendemain. Il y a aussi le fait que l'intégration technique entre des dizaines de systèmes nationaux, avec des lois différentes régissant l'espace aérien et des règles d'engagement différentes, constitue un défi énorme. Et enfin, comme l'a averti le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, construire un mur anti-drone efficace prendra du temps. Du temps que l'OTAN n'a peut-être pas. Malgré des rapports de renseignements divergents, on craint que la Russie soit prête à attaquer l'Europe dans les 3 ans après la guerre en Ukraine. Et cela signifie qu'une solution plus rapide est nécessaire dès maintenant, avant que nous abordions ces solutions. Une petite pause pour vous parler de notre propre innovation de pointe. Warfront est notre site réservé aux abonnés. Pour ceux qui me regardent republier 6 vidéos par semaine... Pense que c'est tout. Sifflement. J'exige plus de contenu. Danse, petit singe, danse. Chaque semaine, Nous publions 2 vidéos exclusives et 2 articles de nos experts. Cette semaine, par exemple, nous avons diffusé une vidéo sur l'évolution des combats durant 4 ans de guerre en Ukraine. Les épisodes précédents ont abordé l'effondrement du programme de chasseurs SCAF et la possibilité que la Pologne batte la Russie en duel. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez sûrement notre contenu sur Warfront. Pour quelques dollars par mois ou 50 par an, accédez à de nombreuses vidéos exclusives et à du contenu écrit.
Et maintenant, revenons à la recherche désespérée de l'OTAN pour trouver une solution à ces problèmes. Des solutions. La recherche d'une solution plus rapide a pris 2 directions. D'abord Dragonfire, une arme à énergie dirigée par laser que la Royal Navy prévoit de déployer dès 2027. Le gouvernement britannique affirme que le Dragonfire peut toucher une cible de la taille d'une pièce, d'une livre à 1 kilomètre, pour environ 10 livres par tir. Même si cela rend le Dragonfire très attractif, le système a toutefois des limites évidentes. Il nécessite une ligne de mire, ce qui signifie que des conditions de faible visibilité, comme le brouillard ou une couverture nuageuse épaisse, le rendent inutile. De plus, il ne peut suivre qu'une seule cible à la fois, ce qui constitue un défaut important. Alors que toute la stratégie des drones russes consiste justement à les envoyer par vagues, dans le but de submerger les défenses aériennes par le simple volume. La deuxième option que le Royaume-Uni étudie est l'armement à énergie dirigé par radiofréquence, qui enverrait une impulsion d'ondes radio dirigée pour désactiver l'électronique interne des drones. À la différence de Dragonfire, il fonctionne par mauvais temps et cible plusieurs objectifs à la fois. Son principal défaut est l'incapacité à distinguer les cibles. Lorsqu'il est activé, aucun avion allié ne peut survoler la zone concernée. Dans un espace aérien contesté où les avions de l'OTAN sont déjà en difficulté pour réagir aux incursions, cette contrainte rend son déploiement extrêmement difficile. La France travaille également sur son propre système de défense contre les drones, appelé Proteus, qui consiste à réutiliser et moderniser d'anciens canons antiaériens de 20 mm en les installant sur des camions mobiles et en les équipant d'optiques modernes, de capteurs et de logiciels de contrôle de tir pour lutter contre les drones. L'objectif était de construire un système agile, rapide et peu coûteux, capable d'abattre efficacement les drones. Le problème de ce système est que les camions, même rapides et nombreux, ne peuvent pas être partout à la fois. Une attaque coordonnée de drones en essaim sur plusieurs cibles simultanément mettrait à rude épreuve n'importe quel système mobile, obligeant les commandants à faire des choix impossibles sur ce qu'il faut protéger et ce qu'il faut laisser exposer. Bien que ces armes représentent un véritable progrès technologique, elles sont encore à des années d'un déploiement généralisé et présentent de réelles limites opérationnelles. Ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, elle en est largement dépourvue. Et cela nous amène à l'Allemagne. Berlin est en plein milieu de ce qui pourrait être la plus importante augmentation des dépenses militaires de l'histoire du pays depuis la guerre. Prévoit de dépenser 176 milliards au cours des prochaines années pour moderniser son armée. Une grande partie de ces dépenses a servi à acheter 35 F-35 américains, des Eurofighter Typhoon, des hélicoptères Chinook, ainsi que de nouveaux navires et sous-marins. Des commandes de milliers de chars et blindés sont aussi en préparation. Les budgets alloués aux drones et à l'intelligence artificielle ne représentent qu'une fraction de cela. Et ce, bien que le ministre des Affaires étrangères, Johann Walforb, ait déploré que Berlin soit presque les mains vides concernant les drones. Nous ne disons pas que les chars et véhicules blindés sont inutiles, mais ce ne sont pas eux qui ont vaincu un groupe de milliers de soldats de l'OTAN lors du Wargame Hedgehog 2025, ce sont les drones. Si l'OTAN entrait en guerre demain, elle affronterait un monde où ses forces conventionnelles sont vulnérables face à des systèmes sans pilote bon marché et nombreux, d'une manière qu'aucun nombre de chars Léopard 2 ne saurait compenser. Et en parlant des wargames, il y a une leçon plus urgente que l'OTAN doit apprendre. Outre la nécessité d'investir dans les drones et la technologie anti-drone, c'est comment interagir avec eux sur le champ de bataille. D'après un participant à Hedgehog 2025, le groupe de combat de l'OTAN s'est déplacé lors de l'exercice sans tenter de se dissimuler, installant tentes et blindés à découvert. Comme si la menace des drones ne les concernait tout simplement pas, en conséquence, beaucoup de leurs positions ont été détruites. Nick, commandant de drones ukrainien présent à l'exercice, a déclaré franchement « L'infanterie a peu réagi face aux menaces. Parfois ils ont tenté de se disperser, parfois non, sans comprendre la menace. Nous leur avons dit que cela ne devait pas arriver ainsi. S'il y a une menace venant du ciel, il faut se mettre à l'abri, car si vous êtes repéré, considérez que vous serez tué. » Fin de citation. Nick a aussi évoqué un incident où une unité de l'OTAN a garé ses véhicules espacés de 30 à 50 mètres dans une zone d'attente sans tenter de les disperser. Cela lui a permis de les éliminer méthodiquement un à un sans se fatiguer à les chercher. Même s'il ne s'agissait que d'un exercice, si l'OTAN agissait ainsi en situation réelle, les pertes seraient catastrophiques. Même si les soldats de l'OTAN savent que les drones sont dangereux, ils ne semblent pas en mesurer pleinement la gravité. Et ce manque de compréhension va coûter la vie à des soldats. On doit aussi retenir l'importance de la rapidité et de la prise de décision. Les forces ukrainiennes emploient le système de gestion du champ de bataille Delta pour partager rapidement des données opérationnelles entre commandement et unités, accélérant les frappes de plusieurs armées alliées. La tendance à restreindre l'accès aux informations sensibles ralentit les réactions et complique la coordination.
Si l'OTAN veut rattraper l'Ukraine et la Russie, elle doit faire plus qu'acheter du meilleur matériel. Elle doit changer radicalement la circulation de l'information dans ses structures de commandement et supprimer tout ce qui n'est pas essentiel à la réussite sur le champ de bataille. Elle doit aussi investir dans ses startups et entreprises technologiques. Bien que le stéréotype américain veuille que l'Europe soit en retard en technologie de pointe, elle dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et de nombreuses startups de défense prometteuses. Des règles strictes et le manque de capital risque rendent la croissance difficile. Dans ce cas, il y a pire pour l'Europe que d'investir une part importante de son budget de réarmement dans les startups. À la pointe de la technologie, beaucoup échoueraient, mais ceux qui réussissent pourraient révolutionner la défense. Ce sont d'importantes subventions gouvernementales versées à de nombreuses entreprises privées qui ont fait de l'Ukraine une superpuissance mondiale des drones en 4 ans. L'Amérique. Et enfin, nous devons parler de l'Amérique. Bien que nous nous soyons beaucoup concentrés sur l'Europe en raison de son retard, Washington doit aussi régler ses propres problèmes. En 2025, le programme de défense du Center for a New American Security, CNS, a publié un rapport affirmant que les États-Unis n'étaient pas prêts face aux menaces actuelles et futures des drones. Cette évaluation a été confirmée par un rapport de l'inspecteur général du département de la Défense. Des politiques anti-drones confuses empêchaient tant les bases américaines de bien se protéger, forçant les commandants à improviser. Des directives floues sont allées sur la réaction aux intrusions qui deviennent fréquentes. Les observations de drones au-dessus des sites militaires américains ont fortement augmenté, devenant des menaces opérationnelles courantes pour la sécurité, alors qu'elles étaient auparavant rares. Aucune intrusion n'a été dangereuse à ce jour. Cependant, il n'est pas difficile d'imaginer une situation où l'un des adversaires de l'Amérique, la Chine, déploie un essaim de drones depuis un porte-conteneurs, frappant un large éventail de cibles non défendues. Après que l'Ukraine a réussi à lancer une embuscade de drones sur plusieurs bases aériennes russes l'année dernière, dont l'une se trouvait à des milliers de kilomètres des lignes de front. Les analystes militaires américains évoquent une attaque similaire lancée depuis un navire marchand chinois amarré dans un port américain. La discussion s'est intensifiée après la confirmation que COSCO Shipping, géant chinois du transport maritime public, opère dans des ports américains majeurs. Malgré sa désignation par le département de la Défense comme entreprise militaire chinoise, l'ex-commandant de la marine Thomas Sugar a averti lors d'une interview à Newsweek qu'une telle attaque était très probable, puisque la doctrine militaire chinoise regorge de références à des attaques soudaines et surprises loin de la Chine. Nous devons aussi parler de l'Iran, car peu de pays dans le monde ont accès à ce dont l'Iran dispose, des données du champ de bataille sur la performance de ces drones. La Russie a largement utilisé les drones Shahed de l'Iran dans la guerre contre l'Ukraine, et cela a fourni à l'Iran des données pour affiner et améliorer son programme de drones. Nous avons évoqué l'Iran car, même si Téhéran et Washington négocient actuellement, il reste possible que ces discussions échouent. L'Iran a récemment annoncé que 1000 nouveaux drones stratégiques avaient rejoint ses forces, y compris des drones suicides capables de frapper des cibles fixes et mobiles, sur terre et en mer. Téhéran peut causer d'importants dégâts sans frapper le sol américain. Les bases américaines au Qatar, à Bahreïn et dans le Golfe, ainsi que leurs principaux alliés régionaux, sont toutes à portée des moyens aériens de Téhéran. Et même si Washington a pris des mesures pour les protéger d'une éventuelle attaque à court terme, il reste clairement beaucoup à faire. Nous avons dressé un tableau sombre, mais cela ne signifie pas que l'OTAN n'y prête pas attention. Il y a de véritables signes que l'Alliance commence à prendre conscience de l'ampleur du problème, même si le rythme reste désespérément lent. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a récemment inauguré un centre d'innovation dédié pour l'armée allemande. Il promet plus d'investissements dans l'innovation, les nouvelles technologies et la coopération avec les entreprises technologiques. Berlin s'engage à investir 10 milliards dans les prochaines années et a déjà commandé à Helsinki le drone d'attaque HX-2 doté d'IA testé au combat en Ukraine. En plus de simplement investir plus d'argent dans ces systèmes, l'OTAN doit apprendre de ses membres et partenaires qui ont déjà compris cela. L'Ukraine est l'exemple le plus évident. Un membre de l'OTAN a discrètement bâti l'une des meilleures industries de drones au monde, la Turquie. Selon certaines estimations, Ankara contrôle environ 65% du marché mondial de l'exportation de drones armés. Et puis il y a Israël qui a développé certains des systèmes de ciblage assistés par l'IA les plus sophistiqués qui existent. Son système Gospel traite simultanément des renseignements provenant de satellites, d'images de drones et de communications interceptées, compressant ce qui prenait auparavant des jours aux analystes humains en seulement quelques minutes. Mais même avec ses alliés et les connaissances et ressources uniques qu'ils apportent, il y a un problème fondamental que l'OTAN doit résoudre.
L'Alliance n'a pas encore totalement compris comment déployer des drones FPV à grande échelle, ni comment les intégrer dans sa doctrine. Contrairement à l'Ukraine ou à la Russie, l'OTAN n'a pas de réponse propre aux drones Shahed, qui saturent à moindre coût les défenses ennemies, ni de moyens simples pour les abattre. C'est un risque. Il va sans dire que cela doit vraiment changer. Et nous savons que le changement dans les grandes institutions n'est jamais rapide, et l'OTAN est l'une des plus grandes institutions qui soient. Les cycles d'approvisionnement sont longs, les bureaucraties sont lourdes, et la volonté politique n'apparaît généralement qu'après la crise. Des responsables de la défense de l'UE avertissent que la Russie pourrait tester les frontières de l'OTAN dès 2030, laissant peu de temps à l'Alliance pour agir. Si elle n'y parvient pas, la prochaine victoire de quelques opérateurs de drones sur des milliers de soldats de l'OTAN pourrait ne pas être un exercice. Merci de votre attention.